Et donc, pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous de Denis Colombi? Chapitre 5, capitaliste et après. Et c'est le dernier chapitre. Politiser le présent et l'avenir. Nous voilà donc capitalistes, à notre corps défendant malgré nous. Les chapitres précédents ont essayé d'expliquer pourquoi de mettre au jour les différents mécanismes qui incitent, produisent et imposent des comportements qui n'ont rien à envier à ceux de l'Homo economicus, et d'autres mécanismes existent sans aucun doute et seront analysés par d'autres chercheurs dans d'autres enquêtes, la compréhension du capitalisme n'étant probablement pas plus achevée que l'histoire de celui-ci. Redisons encore une fois que c'est la diversité et le nombre de ces facteurs qui font leur force. S'il n'y avait que des promesses et des bonnes raisons d'agir, s'il n'y avait que des socialisations et des apprentissages, s'il n'y avait qu'un environnement matériel économicisé, alors les comportements capitalistes seraient sans doute moins courants et concerneraient moins de monde. Mais même si nous sommes insensibles à certains de ces dispositifs, si par exemple la promesse de la conquête spatiale par les milliardaires nous laisse froids ou sceptiques, ou si nous avons appris à ne pas nous laisser dominer par l'argent, il est probable que d'autres nous affectent, comme les choix que nous impose la multiplication des marchés. Le capitalisme ne se réduit pas à un lavage de cerveau ni à une contrainte par la force, pas même à une culture ou à une organisation économique. Il est tout cela à la fois, sans nécessairement être entièrement cohérent. Toutes ces dimensions ont leur histoire et peuvent parfois pousser dans des sens sensiblement différents. Le capitalisme est un jeu qui enrôle à la fois par ses règles, son plateau de jeu, ses pièces et ses joueurs, tous ces éléments n'ayant été conçus ni au même moment ni avec un objectif identique, mais s'alignant suffisamment à un moment donné pour que la partie soit possible. Un peu à l'image d'un groupe d'enfants qui peut combiner des règles et des thématiques hétéroclites et néanmoins parvenir à jouer ensemble. Si les chapitres précédents sont parvenus à être quelque peu convaincants, il n'est pas impossible que le lecteur ressente un certain découragement. Et maintenant, peut-on se demander une fois parvenu au terme de cette description? L'approche sociologique ne peut faire autrement que de laisser aller, au moins pour un temps, à un certain fatalisme. Nous sommes condamnés à être capitalistes, puisque nous le sommes bel et bien. Et il faut bien expliquer pourquoi. Recourir à un certain déterminisme, expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont, plutôt qu'autrement, voilà qui est inévitable pour toute démarche qui se veut scientifique. On ne peut pas reprocher à un biologiste d'essayer d'expliquer pourquoi l'évolution a conduit les êtres vivants à telle forme plutôt qu'à telle autre, ou à un historien pourquoi l'issue d'une bataille a été celle qu'elle a été. Il est vrai pourtant que, comme le faisaient remarquer les géographes J.D. Graham et Catherine Gibson, écrivant sous le nom commun J.K. Gibson-Graham, les critiques, notamment marxistes du capitalisme, ont contribué à en donner une image de force toute puissante et inarrêtable. C'est là l'un des paradoxes des sciences sociales. Comme le formulait le sociologue américain Peter Berger, celle-ci donne souvent du monde l'image d'un théâtre où les humains ne sont que des marionnettes conduites par des fils qui les dépassent. Mais cette métaphore fataliste, il ajoutait aussitôt une nuance fondamentale. À la différence des marionnettes, nous avons le pouvoir de nous arrêter dans notre mouvement, de regarder vers le haut, de voir la machinerie qui nous fait bouger. Ce geste, ajoute-t-il, est le premier pas vers la liberté. Confrontés aux mécanismes qui nous conduisent à agir de façon capitaliste, nous avons au moins la possibilité de réagir et de différentes façons. Une première réaction possible est de hausser les épaules et de passer son chemin. Certains acceptent, voire adhèrent au capitalisme tel qu'il est, et ne voient pas l'intérêt d'essayer d'y changer quoi que ce soit, notamment s'ils s'y trouvent quelque peu favorisés. Mais ceux-là ne seront peut-être pas intéressés à ce livre de toute façon. Dans la mesure où, comme on l'a montré, le capitalisme repose au moins sur une adhésion idéologique que sur un ensemble de mécanismes qui nous échappent en partie, il est probable qu'un plus grand nombre de personnes désirent à minima reprendre la main sur lui. Voire carrément en sortir. Comme cela a déjà été souligné dans le premier chapitre, le sentiment que l'économie agit sur nous beaucoup plus que nous agissons sur elle n'est pas rare.
Les inégalités et les injustices que produit ou tolère le système sont également de nature à nourrir une certaine envie de changement. Qu'apportent les réflexions qui précèdent à cela? L'écrivaine de science-fiction Elizabeth von Berg note qu'il vaut mieux connaître les plans de la maison avant de poser les charges. Elle parle alors de littérature, la maison ici désignée étant un genre littéraire qu'il conseille de bien étudier avant de vouloir le révolutionner. Mais sa remarque exprime de façon particulièrement frappante, pour ne pas dire explosive, l'un des usages possibles de la sociologie. Bien que l'on se sente obligé de souligner qu'il ne s'agit en aucun cas ici de poser des charges réelles, et que la métaphore ne doit pas être prise au sens littéral, c'est plutôt que si l'on veut pouvoir changer quelque chose au capitalisme, l'amender ou le renverser, il est essentiel de comprendre comment il fonctionne. Les travaux et les arguments présentés précédemment constituent des éléments du plan de la maison. Qui voudra apporter des modifications aura intérêt à les connaître avant d'entreprendre des travaux. La sociologie, dit de Weber, ne peut dire à qui que ce soit ce qu'il faut faire. Savoir s'il faut ou non sortir du capitalisme, s'il faut ou non détruire la maison, et vers quoi il faudrait aller à la place. Ces questions appartiennent au domaine du politique, pas à celui de la science. Par contre, ajouterait le sociologue allemand de la sociologie, est en mesure de dire ce que l'on peut faire et éventuellement ce que l'on veut faire pour y parvenir. Où faut-il les poser, ces fameuses charges, et à quoi ressemblent-elles lorsque l'on sort de la métaphore architecturale? Qu'est-ce qui sera emporté par leur souffle? Qu'est-ce qui restera? À défaut de trancher sur la désirabilité d'un monde post-capitaliste, on peut au moins proposer quelques réflexions sur ce que celui-ci signifierait, à quoi il ressemblerait, et quel processus pourrait y mener. Bon, vous avez compris, il ne faut pas plastiquer le capitalisme, c'est pas gentil. La fin est proche. Postuler l'après. Parler comme on l'a fait dans cet essai de capitalisme, c'est postuler que celui-ci aura une fin. En effet, comme le fait remarquer le sociologue Quentin Ravelli, on ne peut pleinement interpréter et caractériser une période historique qu'à la condition de la saisir en entier, du début à la fin. La fondation de Rome n'aurait sans doute rien de remarquable si l'on ne savait que bien que des années plus tard, allait venir la chute de l'Empire. Bonjour Parwin. Tout effort pour délimiter une période historique, remarque-t-il, suppose une réflexion en miroir sur la fin et l'origine, sans que l'une puisse être pensée indépendamment de l'autre. De ce point de vue, le capitalisme présente bien entendu une particularité importante. Nous ne connaissons pas encore la fin de l'histoire. Cela n'interdit pas de comprendre la situation présente. On ne peut se payer le luxe d'attendre pour tenter de saisir quelque chose à ce qui nous arrive. Mais l'opération exige que l'historien, le philosophe ou le sociologue s'appuie sur une représentation de l'avenir, donc sur une fiction utile pour comprendre l'origine de son temps. Et il ne s'agit pas bien sûr de tomber dans la téléologie, et encore moins dans le prophétisme le plus outrancier. Prédire l'avenir est un jeu dangereux. Et ce n'est pas parce que Elon Musk ou Jeff Bezos s'y adonnent avec un enthousiasme pas tout à fait innocent que les scientifiques devraient se joindre à la danse. Ah, ça va et toi, Parwin? En revanche, toute caractérisation du capitalisme porte en elle-même la question de ce à quoi ressemblerait une société qui en serait sortie. Si l'on affirme par exemple que notre époque commence avec l'accumulation primitive permise par l'esclavage et la colonisation, alors sa fin ne pourra être proclamée tant qu'il existera des rapports de type coloniaux entre les pays et entre les individus. Tout changement impliquera notamment la fin du racisme hérité de cette époque, et toujours structurant aujourd'hui. Si l'on considère que l'exploitation capitaliste suppose nécessairement que celle des femmes, comme certaines autrices dont on a mentionné les travaux précédemment, alors sa fin impliquera inévitablement la victoire du féminisme. Et si l'on considère au contraire que le capitalisme et le patriarcat sont deux systèmes indépendants, alors on pourra envisager la fin de l'un qui maintiendrait intact l'autre.
Dans tous les cas, toute analyse du capitalisme implique une représentation de son dépassement. On touche là à ce qu'il y a de plus polémique dans l'expression même de capitalisme. Si l'on se représente à l'avenir comme étant celui d'une poursuite infinie de la croissance économique, y compris par la conquête d'autres territoires, et pourquoi pas d'autres planètes, il semble superflu de donner une caractérisation excessive du présent, et la naturalisation du capitalisme n'est alors jamais très loin. Une telle vision du futur implique d'ailleurs une certaine lecture de l'histoire, où les grands moments de rupture, qu'il s'agisse du colonialisme ou des révolutions industrielles, sont oubliés ou renvoyés à des épisodes aussi malheureux que dépassés. Les classes sociales, les luttes, les conflits se dissolvent dans la représentation d'une progression plus ou moins rapide vers la croissance et amélioration du sort de l'ensemble de l'humanité. Ces défenseurs auront beau jeu de répondre que l'on sait bien ce que donne une sortie du capitalisme. Regardez l'URSS, diront-ils, souvenez-vous des millions de morts. L'avantage de l'expérience soviétique, de ce point de vue-là, est précisément qu'elle est terminée, et qu'il est donc plus aisé d'en tirer un bilan. Poser le totalitarisme soviétique comme la seule alternative possible au capitalisme apparaît comme hautement problématique, du moins si l'on ne néglige pas les points communs entre les deux. Après tout, quelqu'un d'aussi peu soupçonnable de sympathie stalinienne que Raymond Aron n'hésitait pas à rassembler les deux systèmes concurrents de son temps sous le terme générique de société industrielle. Les deux côtés du rideau de fer étaient en effet caractérisés par une recherche du progrès matériel, et l'obsession pour la croissance n'a pas été moins forte à l'Est qu'à l'Ouest. La poursuite infinie de la richesse était certes motivée ou justifiée auprès des individus par une représentation idéologique du futur assez différente. Quoique l'existence d'une science-fiction soviétique, pas forcément moins critique que son homologue du monde libre, suggère encore une fois que les ressemblances ne sont pas négligeables. Sans dire que le soviétisme n'était qu'une variante du capitalisme, et sans non plus nier qu'il le pourrait encore, les souffrances immenses qu'il provoqua auprès des populations concernées, l'orientation commune vers l'accumulation ne doit pas être négligée. Or, c'est sur cet aspect que l'intérêt pour la notion de capitalisme et les travaux qui l'utilisent ont tendance à revenir depuis quelques années. L'imaginaire optimisme de la croissance infinie bute de plus en plus sur celui du désastre écologique. De grands changements répètent plusieurs des décennies. Les scientifiques sont devant nous. De grands changements répètent depuis des décennies les scientifiques sont devant nous. Soit que nous acceptions de nous adapter, soit que nous laissions les dérèglements climatiques et les catastrophes naturelles faire le travail, avec perte et fracas, et apocalypse. La question de la survie du capitalisme n'a jamais été posée avec autant d'acuité et d'urgence, même au temps où il devait partager la planète avec un apparent concurrent. Postuler l'après-capitalisme, que l'on le souhaite ou non, apparaît donc aujourd'hui à la fois comme nécessaire et terriblement pressant. C'est que cette interrogation s'accompagne désormais d'une autre question. En serons-nous capables ? Parviendrons-nous à nous détacher du présent pour inventer autre chose ? Et que sera cette autre chose ? Il est envisageable, en effet, que nous assistions à la fin du capitalisme tel que nous le connaissons. Mais pas du capitalisme en général. Peut-être simplement à une nouvelle phase de développement de celui-ci. Dans tous les cas, réfléchir à l'étape d'après demande que nous ayons déjà compris ce qui nous arrive aujourd'hui. À l'épreuve de la planète. Décrire le capitalisme comme une construction sociale permet de rendre compte de sa force et de sa capacité à orienter et à contraindre nos comportements. C'était du moins l'ambition de ce livre. Le constructivisme, puisque c'est ce nom que l'on connaît dans les sciences sociales, ce point de vue théorique a d'immenses vertus, tout à la fois scientifiques et pratiques, et l'obligeant à s'interroger sur la nature des phénomènes en suggérant que ce que nous tenons pour acquis est évident ne l'est peut-être pas tant que ça. Il participe pleinement à toute attitude critique, l'expression étant ici prise au sens de l'esprit critique que l'on attend des citoyens dans une démocratie. Ce constructivisme a cependant fait l'objet de critiques parfois vives. Il charrie toujours le risque de s'enfermer, un peu paressement, dans l'affirmation que tout n'est que construction sociale, et de ne pas préciser comment ces constructions ont lieu, ni même ce que cela signifie concrètement. Risque que les chapitres précédents se sont efforcés d'éviter.
Il est aussi possible d'oublier que toutes les constructions ne sont pas possibles et que les expériences des acteurs peuvent venir à faire douter qu'elles soient bien fondées sans avoir à atteindre l'éclairage prométhéen du sociologue. La sociologie pragmatique s'est efforcée de sortir de ses ornières en introduisant la notion d'épreuve. Le sociologue Cyril Lemieux définit celle-ci comme toute situation au cours de laquelle des acteurs font l'expérience de la vulnérabilité de l'ordre social, du fait même qu'ils éprouvent un doute au sujet de ce qu'est la réalité. Il s'agit ici de faire une différence entre l'ordre social, entre la réalité, comprise comme les représentations que l'on se fait et que l'on partage, et le monde, compris comme la dimension matérielle à laquelle la réalité doit se confronter. Ce que cette distinction souligne, c'est que toute construction de la réalité n'est pas nécessairement possible. Seules celles qui résistent aux épreuves du monde peuvent se maintenir, de la même façon qu'il n'est pas possible de construire n'importe quel immeuble sur n'importe quel terrain, ni sous n'importe quel climat, bien qu'il y ait de nombreuses orientations architecturales possibles dans chaque situation. Une lecture purement religieuse du monde, impliquant notamment une lecture littérale des textes sacrés, paraît plus difficile aujourd'hui que les sciences leur imposent sans cesse des épreuves qui réaménagent les croyances et les conduites, sans toutefois les rendre entièrement impossibles. Et quitte à réinterpréter par exemple l'évolution comme le dessein d'un créateur invisible, ou alors d'imposer le repli sectaire du groupe sur lui-même pour le protéger des contradictions. De même, la réalité d'une société méritocratique doit composer avec les épreuves imposées par la mesure des inégalités, ce qui donne lieu à des processus continuels de justification des écarts de réussite et de neutralisation ou de refroidissement des critiques. L'image de la société qui est donnée par cette sociologie pragmatique est ainsi celle des conflits perpétuels où la société est en permanence construite et reconstruite, ou au moins entretenue et réaménagée. Qu'en est-il pour le capitalisme ? Quelles épreuves rencontre-t-il ? La quête infinie du profit a longtemps constitué une réalité suffisamment cohérente avec l'expérience que les humains avaient du monde, pour ne pas être remise en question outre mesure. Du moins pas d'une façon large et décisive. Non pas que le capitalisme n'ait pas essuyé de critiques parfois violentes et profondes, mais celles-ci portaient plus sur la répartition des richesses produites et l'exploitation des travailleurs thématiques, qui demeurent bien évidemment d'une importance première, mais après tout, l'enrichissement d'une partie des sociétés était visible, les courbes du PIB étaient à la hausse sans jamais donner de signes de faiblesse, et quelques exemples bien sentis de miracles nationaux en Asie ou en Amérique latine pouvaient plus ou moins faire taire les sceptiques et les critiques. Le réchauffement climatique est venu fissurer ce bel édifice d'une manière inédite, lentement d'abord, en rencontrant bien des résistances. Il n'est pas si loin, le temps où les termes climato-sceptiques et climato-négationnistes n'existaient pas, et où une série populaire comme South Park pouvait comparer la menace écologique à une créature inventée de toutes pièces par un homme politique arriviste pour effrayer les braves gens. Mais la matérialité du monde est difficile à ignorer. L'épuisement des ressources, notamment pétrolières, est devenu toujours plus tangible. La catastrophe naturelle et les records de température demandent de plus en plus d'aveuglement pour être écartés ou justifiés, même s'il se trouvera toujours un Donald Trump ou un autre pour essayer. Cela ne veut pas dire, malheureusement, que la lutte suit que ce soit au niveau individuel ou politique, loin de là. Mais la perspective d'une croissance infinie et de profits toujours plus importants semble de moins en moins convaincante. Du moins, s'il s'agit de continuer sur la même dynamique que par le passé. C'est-à-dire que la crise écologique présente et à venir condamne le capitalisme. Pas forcément, c'est toute la question. L'épreuve qu'elle lui fait subir impose sans aucun doute des changements à bien des acteurs. Mais on l'a vu, le capitalisme est une réalité plastique. Il s'est transformé au cours des siècles et continue aujourd'hui à le faire. Les promesses d'une croissance verte, d'une responsabilité sociale des entreprises ou encore du solutionnisme technologique sont autant de moyens de refroidir la critique ou à la rigueur de l'intégrer. Toutes ces choses visent à rendre compatible la quête du profit infini avec les épreuves du monde. On le sait depuis le guépard de Lampedusa, il faut parfois que tout change pour que rien ne change. Mais les jeux ne sont pas faits pour autant. D'une façon ou d'une autre, les transformations semblent bien à l'ordre du jour. Elles peuvent aller d'un simple remaniement à une transition beaucoup plus radicale vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas,
La question est posée, avec une acuité et une urgence peut-être jamais connues encore. Dans ce monde où nous sentons la fragilité de la réalité, de cette construction dans laquelle nous sommes habitués à vivre, il devient possible peut-être de reprendre la main. Au-delà de l'homo economicus. L'analyse menée par cet ouvrage s'est centrée sur le comportement économique comme expression centrale du capitalisme, comportement rationnel, calculateur et surtout tourné vers le profit et l'accumulation. Ce point trace les contours de ce que serait un monde post-capitaliste, un monde où nous cesserions de nous conduire en homo economicus. Il faut souligner que cela ne signifierait pas la fin des comportements économiques pris dans un sens large, dans une perspective substantive qui est celle de Karl Polanyi. Ces comportements désignent toute action qui assure la subsistance des humains. Celles-ci peuvent être organisées selon des principes différents. Le marché étant seulement une forme spécifique qui, tout en ayant existé tout au long de l'histoire, ne s'est généralisée et constituée en évidence que dans les sociétés capitalistes depuis le XIXe siècle. C'est l'économie formelle, par opposition à l'économie substantive, qui nous fait croire au caractère universel et transhistorique de ces comportements particuliers. De ce point de vue, l'activité peut prendre d'autres formes. Elle en a adopté plusieurs au cours des siècles. La question est donc avant tout de savoir quelles seront ces formes dans le futur. Qu'est-ce qui définira, motivera et organisera la production et la répartition des ressources dont nous avons besoin pour vivre? À moins d'imaginer une société où les robots prendraient en charge tout le travail, comme dans le film d'animation Wall-E, où les humains sont réduits à des consommateurs obèses coincés dans des sièges mobiles pendant que l'intelligence artificielle d'un vaisseau spatial assure la satisfaction de leurs moindres besoins, une perspective peut-être pas si amusante que cela. La fin du travail, en étant activité productive, n'est sans doute pas pour demain, ni même pour après-demain. En revanche, on peut imaginer la fin du travail au sens capitaliste, c'est-à-dire comme une activité motivée seulement par la perspective du gain ou de la peur de la faim. Les perspectives ouvertes par les propositions de revenu universel ou de salaire à vie illustrent ce à quoi une telle société pourrait ressembler. Dans le revenu universel, il s'agit de verser à toutes les personnes une somme d'argent aussi élevée que la société le permet, afin de permettre à chacun d'accéder à une autonomie minimale, y compris en pouvant refuser de prendre un emploi simplement parce que la menace de la faim l'y oblige. Dans le salaire à vie porté essentiellement par l'économiste Bernard Friot et le réseau Salariat, il s'agit plutôt d'attacher à la rémunération à la personne plutôt qu'à l'emploi. On parle aussi de salaire à la qualification personnelle, et de reconnaître que les individus sont productifs même en dehors de la sphère strictement économique et de la relation salariale, via le travail domestique par exemple. Sans entrer dans les débats parfois âpres entre ces deux orientations politiques et leurs limites et mérites respectifs, on peut souligner qu'elles consistent toutes les deux à un abolissement du marché du travail tel qu'on le connaît et une déconnexion des revenus et de l'emploi. Le revenu universel offre aux individus la possibilité de se retirer, s'ils le souhaitent, du marché du travail. Le salaire à vie promet que les travailleurs pourront se consacrer à leurs tâches sans être obligés de subir la pression d'un management, les poussant à produire le plus de profit possible. Dans les utopies réalistes qu'elle tente de tracer, c'est-à-dire des perspectives capables de mobiliser politiquement et en promettant un monde meilleur, les modifications à contribuer à la subsistance des humains seraient bien différentes pour mener les individus à se livrer à certaines tâches. Il faudrait les payer mieux ou différemment, reconnaître et valoriser les dimensions politiques ou encore reposer la question de ceux qui décident de la production et qui la contrôlent. Dans les deux cas, en suivant des modalités différentes, on pose la question de l'homo economicus et de SAMU possible. Dans les deux cas, aussi, les transformations entendues dépassent les simples arrangements institutionnels et politiques nécessaires à leur mise en œuvre. On peut attendre du revenu universel qu'il transforme la perception même du travail. Les défenseurs du salaire à vie avancent que celui-ci permettrait de donner plus de pouvoir aux travailleurs face au capital, voire abolirait tout simplement le rapport social d'exploitation entre les deux. Les perspectives sur lesquelles le lecteur pourra se faire une opinion par lui-même ont ceci d'intéressant qu'elles ne consistent pas à un retour vers le passé, vers une forme d'organisation économique pré-capitaliste.
Elle s'appuie plutôt sur une certaine conception politique, philosophique et éthique, qui sont nées en même temps que la modernité économique, telles que la liberté de l'individualisme et la valorisation de l'autonomie. C'est là une des questions qui préoccupait déjà Polanyi. Certaines hautes valeurs héritées de l'économie de marché, telles que la liberté morale et l'indépendance d'esprit, doivent selon lui être préservées face à l'effondrement de la société de marché. Dans son analyse, les totalitarismes nazis et soviétiques consistent précisément en des réencastrements de l'économie dans le social, qui n'ont rien de souhaitable ni d'enviable. Et il existe ainsi des façons de déconstruire l'homo economicus, voire d'annihiler le capitalisme, qui sont politiquement problématiques, pour user d'un euphémisme. Bien des pensées d'extrême droite, dans leurs expressions les plus fascistes, se posent au moins formellement en adversaire du néolibéralisme économique, notamment au travers de l'antisémitisme qui mêle volontiers dénonciation de la finance et des banquiers et haine raciste. Ces idéologies peuvent proposer de soumettre l'activité économique non pas à la recherche individuelle du profit, mais à la grandeur de la nation ou de la religion. Une partie de la séduction exercée par les extrémistes religieux réside d'ailleurs dans la façon dont ils parviennent à se poser auprès de certaines personnes, comme les champions de la résistance à une mondialisation capitaliste. Évidemment, dans les faits, il ne s'agit pas de toucher réellement à la propriété des moyens de production ou aux inégalités de richesse, sans même parler des autres inégalités fondamentales. Fondamentalement, le pouvoir des capitalistes peut très bien s'acclimater à de telles oppositions plus rhétoriques que réelles, surtout si elles conduisent à mettre au travail la population au nom d'une cause supérieure. Il n'en reste pas moins que chacun pourra sans doute s'accorder sur le fait que toute sortie du capitalisme n'est pas nécessairement bonne à prendre. Le futur est déjà là. Les oppositions au capitalisme désirable ou inquiétantes existent déjà dans nos sociétés, non seulement sous forme de discours critiques et politiques plus ou moins enflammés, mais aussi sous forme d'organisation de systèmes d'échange, de projets et d'institutions, certaines s'affichant très clairement comme alternatives, d'autres étant plus discrètes. Répétons-le encore, nous vivions dans des sociétés capitalistes. Que nous vivions dans des sociétés capitalistes n'implique pas, en effet, que celles-ci ne soient que capitalistes. Pas plus que le fait que nous soyons conduits si souvent à agir de façon capitaliste n'implique que nous n'agissons jamais autrement, en accord avec d'autres valeurs ou d'autres perspectives que l'accumulation des profits. Il y a des sphères, des activités, des moments qui sont tenus à l'écart de la logique capitaliste. Dans certains cas, il s'agit de formes explicites de résistance, telles que les expériences de ZAD, les zones à défendre. Ces occupations politiques pour opposer à des projets d'aménagement, comme le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui en constitue l'archétype pour les médias et les représentations collectives. Là, des acteurs, souvent fort divers, essayent de construire des modes de vie fédérés, des modes de vie différents, fédérés par une remise en cause du capitalisme. Mais dans d'autres cas, il peut s'agir de pratiques plus institutionnalisées, moins directement conflictuelles ou critiques et même tout à fait quotidiennes. La logique marchande n'a jamais totalement effacé les dons, qu'il s'agisse de simples cadeaux ou d'entraide entre proches ou de relations de solidarité plus générales. Comme les États-providence et leur système de redistribution en organisent encore. S'il est utile de s'attacher à décrire ce qu'il y a de capitaliste dans nos façons de vivre et d'agir, il ne faut pas que cela conduise à s'aveugler sur l'existence d'autres formes et d'autres aspects au sein des sociétés. Il faut notamment souligner que si l'économicisation du monde est sans aucun doute bien avancée, et si notamment notre environnement le plus quotidien est performé par des sciences économiques, il existe d'autres performations que Philippe Steiner appelle axiologiques, c'est-à-dire en fonction de valeurs plutôt qu'en fonction de leur seule rationalité instrumentale, et notamment en fonction de critères de justice sociale. Malgré le prestige du nom de Gary Becker, de sa place centrale dans la pensée économique du XXe siècle, de son prix Nobel et de ses réseaux, la proposition d'un marché des organes n'a jamais pris corps, si ce n'est dans le cas très particulier de l'Iran, où les données disponibles semblent plutôt confirmer les craintes de voir les personnes en situation de pauvreté contraintes de vendre un morceau de leur corps, sans que cela améliore véritablement leur situation économique.
Les dons d'organes sont certes de plus en plus souvent gérés par des algorithmes visant à maximiser le nombre de transplantations, et donc de vies sauvées. Mais ceux-ci intègrent des critères de justice propres à l'éthique médicale, notamment pour définir le caractère d'urgence de la greffe et la position des individus sur les listes d'attente. C'est donc bien ici, non pas une théorie économique, mais des principes axiologiques qui sont incorporés dans les outils et qui permettent au final la mise en place d'un mécanisme d'allocation des ressources qui ne soit pas marchand. Steiner parle plutôt d'un système de don organisationnel. Le sociologue reprend ici la thèse de Karl Polanyi d'un double mouvement. Comme un pendule, les sociétés balanceraient constamment, depuis les révolutions industrielles du moins, entre d'une part la marchandisation totale et le désencastrement de l'économie, et d'autre part la création de protection et le réencastrement. Ces deux tendances se trouvent en fait constamment en lutte, comme l'illustrent les mouvements de performation. Plus largement encore, elles se retrouvent en chacun de nous dans la complexité des actions humaines. Comprendre ce que le comportement intéressé a de spécifique et d'historique doit aussi permettre de faire ressortir les autres types d'actions et donner les moyens éventuellement d'en faire la promotion. Une citation célèbre attribuée à l'écrivain William Gibson indique que le futur est déjà là, il est simplement très mal partagé. Elle est généralement utilisée pour parler des nouvelles technologies et de la façon dont celles-ci n'enjambent pas aussi facilement qu'on se plaît à le croire les frontières de classe et des inégalités sociales. Mais peut-être qu'on peut l'appliquer également aux sociétés capitalistes. Il existe en leur sein des mouvements, des moments, des actions qui sont susceptibles de constituer l'avenir, de dessiner l'après-capitalisme ou les déclinaisons futures de celui-ci. Peut-être faut-il simplement être attentif et pour cela, bien comprendre, pour commencer, ce qui constitue notre présent. Que faire du capitalisme? It's politic stupid. Selon la légende, la phrase It's the economy stupid, soit c'est l'économie qui compte imbécile, aurait constitué la clé de voûte de la victoire du démocrate Bill Clinton contre le président républicain sortant George Bush lors de l'élection américaine de 1992. Elle aurait servi de rappel tant au candidat qu'à son équipe de campagne que les enjeux économiques étaient plus importants et que, dans un moment de mauvaise conjoncture, c'était sur eux qu'il fallait appuyer et ramener les débats. Force est de reconnaître qu'elle n'a pas forcément perdu de son actualité, quel que soit le côté de l'Atlantique où l'on se place. À force de naturaliser le fonctionnement de l'économie, il semble que le débat public ait bien du mal à aller au-delà des injonctions darwiniennes à s'adapter ou des déplorations sur la fatalité du chômage. Ou alors seulement sous la forme de repli nationaliste et identitaire. On trouvera ainsi quantité de politiques, de commentateurs, d'éditorialistes pour s'inquiéter d'une prétendue idéologie woke, le plus souvent incarnée par la terrifiante idée que le racisme existe et qu'il est dangereux, qui menacerait aussi bien la République que l'ensemble de la civilisation. Mais bien peu pour ne serait-ce que discuter du capitalisme, de son fonctionnement et de ses conséquences. Et même lorsque cela arrive, ce sera généralement pour critiquer tel ou tel mouvement féministe qualifié de néolibéral. L'un des rares cas où le terme est utilisé de façon critique sur les plateaux télé. Telle ou telle initiative antiraciste ou écologiste récupérée par une grande entreprise plutôt que pour initier une véritable réflexion, ne parlons même pas d'ouvrir un véritable débat. Si beaucoup de gens s'inquiètent que demain votre employeur pourra vous licencier pour avoir tenu un propos politiquement incorrect, les mêmes personnes sont étonnamment silencieuses sur le fait que les employeurs ont d'une façon générale de plus en plus de facilité à se débarrasser de leurs salariés pour n'importe quelle raison, et que la précarité effective et non fantasmée concerne déjà une part non négligeable de la population active. It's the economy stupid, certes donc, on ferait bien de ne pas l'oublier. Mais seulement peut-être si l'on prend la peine de se souvenir que l'économie, justement, est politique. It's politic, stupid. En tant que construction sociale, le capitalisme est bien évidemment un objet politique. Que notre environnement soit constitué de marchés, que nos vies soient financiarisées, que nos socialisations et nos représentations économiques s'intègrent au fonctionnement de la machine économique. Tout cela relève de questions d'organisation collective, de règles et d'institutions communes.
On vient d'évoquer quelques-unes des propositions, revenu universel et salaire à vie, qui voudraient changer profondément la donne, lesquelles soulignent à minima les choix différents qui ont présidé à la constitution de nos sociétés. D'une façon plus générale, le niveau de démarchandisation d'une économie, au sens d'Esping-Andersen, découle profondément d'orientations politiques, non seulement étatiques, par les politiques publiques, mais plus largement sociales, par la solidarité qui existe entre les individus et les groupes. C'est un point important. Analyser le capitalisme revient toujours à restituer l'économie comme politique. Même les néolibéraux évoqués précédemment en sont venus à le reconnaître, en considérant simplement que la multiplication des marchés était la voie à suivre. Au final, il s'agit toujours de poser cette question, somme toute terrible. Dans quel monde voulons-nous vivre? Il faut alors savoir sur quoi devront porter les choix. C'est-à-dire sur quelle dimension, sur quels éléments de la société capitaliste. Quelle place pour les marchés? Si l'on s'efforce d'imaginer une société post-capitaliste, faut-il se la représenter comme une société sans marché? Il est courant d'assimiler non sans raison le capitalisme à l'institution marchande. D'ailleurs, les dystopies qui s'aventurent le plus à dessiner un futur fait de capitalisme sans limite s'attachent généralement à le décrire comme une invasion du marché dans tous les aspects possibles de la vie. Dans son roman Les Furtifs, Alain Damasio imagine des villes entières privatisées et des publicités qui vous poursuivent dans la rue. Bonheur, TM, en 2018, de Jean Barret, décrit un futur où la consommation est un acte citoyen et où les personnages portent le nom d'entreprise, sponsor de vie. Le héros est ainsi appelé Toshiba, réduisant ainsi l'identité personnelle à une marchandise. Les nouvelles rassemblées dans le recueil collectif Au bal des actifs, Demain le travail, de 2017, mettent en scène, pour beaucoup d'entre elles, un marché du travail débarrassé de toute humanité, où la précarité fait loi, et où les individus ne sont traités que comme des choses que l'on peut acheter, vendre et jeter, sans difficulté. Et dans le film Time Out, en 2011, c'est le temps de vie qui sert de monnaie. On pourrait alors encore rallonger la liste. Dès lors, il peut paraître étonnant de trouver des remarques suivantes sous la plume de Karl Polanyi. Sous la plume de Karl Polanyi. Time Out, moi j'avais bien aimé. Le film est un petit peu une daube, mais le concept est incroyable. La fin de la société de marché ne signifie pas du tout l'absence de marché. Ceci continue à assurer de différentes façons la liberté du consommateur, à indiquer comment se déplace la demande, à agir sur le revenu du producteur et à servir d'instrument de comptabilité, tout en cessant totalement d'être un dispositif d'autorégulation économique. S'agit-il d'un manque de radicalité de Polanyi, d'une faiblesse qui empêche de penser une société totalement différente? Chacun est libre bien sûr de le penser, mais il y a une certaine cohérence chez l'économiste hongrois. Une partie de son travail a consisté à montrer que les marchés ont existé bien avant le capitalisme, mais sans jamais prendre l'importance qu'ils ont connue depuis les débuts de l'industrialisation. En différents lieux et en différentes époques, jusque dans l'Antiquité la plus lointaine, il a existé des marchés. Des formes d'échange mettant en jeu la rencontre d'une offre et d'une demande autour d'un prix. Mais ceux-ci étaient limités à certains produits et certains moments. Ils ne régulaient ni l'ensemble des relations au sein de la société, ni même l'ensemble des biens et des ressources, épargnant notamment, si l'on peut dire, la terre, la monnaie et le travail. Ces choses que l'on s'efforcera par la suite de transformer en marchandises fictives. Si les marchés étaient là avant le capitalisme, ne pourraient-ils pas lui survivre ? Polanyi n'est pas le seul à distinguer marché et capitalisme. C'est aussi le cas du grand historien Fernand Braudel. Si celui-ci parle d'économie de marché, c'est d'abord pour désigner celle qui a lieu sur la place du marché des petites villes, et plus largement des échanges qui se font dans des règles relativement stables et où les profits sont par nature limités. Ceux qui viennent y échanger espèrent soit trouver des biens dont ils ont besoin, soit les moyens de les acquérir. L'activité est donc banale et quotidienne, touchant plus à la subsistance de chacun qu'à la recherche d'enrichissement et de l'accumulation. Le capitalisme ressort donc d'une nature différente. L'activité
activité tournée avant tout vers le profit, il y a le propre d'individus spécifiques, les négociants et les capitalistes. Les noms varient en fonction des lieux et des époques. Ceux-ci ont pris de plus en plus de pouvoir dans les sociétés, au point d'imposer leur logique de façon toujours plus large, même si l'économie de marché brodélienne n'a pas entièrement disparu. Ce type d'analyse pose la question de la place à donner au marché. Ceci ne se confondant pas avec le capitalisme, il est parfaitement envisageable qu'il lui subsiste. Et il existe d'ailleurs dès à présent des activités marchandes qui ne relèvent pas entièrement d'une attitude capitaliste. Les coopératives de producteurs, par exemple, tâchent d'être des entreprises qui vendent leur production, qu'il s'agisse d'agriculture ou de journaux, sans pour autant verser dans la recherche du profit. Ce projet est rendu difficile par l'intégration dans un environnement économique qui reste soumis à la logique d'accumulation. Mais c'est donc bien elle qui pose question, plus que l'existence brute d'échanges, d'offres et de demandes, ou même de monnaie. Il ne s'agit pas ici de vouloir à tout prix sauver les marchés, mais d'abord d'en problématiser l'existence et le fonctionnement. Armé de ces outils théoriques, on est en effet à même de s'interroger sur chaque marché. Celui-ci est-il souhaitable ? Pourrait-on organiser la production et la répartition des biens qu'il concerne d'une autre façon ? Et d'ailleurs, pourrait-on imaginer qu'il fonctionne simplement autrement ? Comme signalé précédemment, la sociologie économique déplace le regard du marché comme modèle au marché comme réalité historique. Prenant acte de la dimension matérielle de ceux-ci, Michel Calon pousse l'interrogation au bout de sa logique. Puisque les marchés sont issus d'une certaine ingénierie sociale, qui sont avant tout des agencements marchands, ne peut-on pas imaginer que ceux-ci soient performés par d'autres valeurs que celles du capitalisme ? Ne peut-on les imaginer encastrés dans le social ? La place à donner au marché apparaît ici comme une question politique à laquelle la sociologie ne peut donner de réponse, mais dont elle souligne néanmoins l'importance. Pour chaque marché concret, on peut poser la question de savoir ce qu'il faut en faire. Le problème soulevé ici est plus large. Le capitalisme, tel qu'on l'a décrit, repose sur un maillage d'institutions, de règles, d'objets, d'organisations qui agissent sur les individus et modèlent leur comportement. Même si la socialisation et l'intériorisation en viennent à modifier les perceptions et les réactions de l'intérieur, or, bien des éléments de cet assemblage ne lui sont pas pour autant propres. Le recours à la raison, à la science et même au calcul, par exemple, n'est pas, par nature, capitaliste, et peut être mis au service d'autres fins et d'autres logiques. Même la comptabilité, l'on l'a noté, a pu servir à garder trace des relations plutôt qu'à poursuivre un profit infini. Comme le marché, il restera peut-être des éléments qui sont aujourd'hui capitalistes dans une société post-capitaliste. La question est toujours, quelle place leur donner ? Le profit, une sous-culture déviante. Dans l'un des ouvrages les plus classiques et sans doute les plus lus de la sociologie, Howard Baker s'attache à décrire la déviance, c'est-à-dire le fait de s'écarter des normes dominantes de la société comme un processus d'intégration à une sous-culture particulière. Par sous-culture, il ne faut pas entendre une culture de moindre qualité, mais plutôt la partie d'un ensemble d'une culture plus générale, qui s'en écarte. Sur certains traits spécifiques, les exemples qu'étudie Baker sont désormais bien connus des sociologues et de leurs étudiants. Les fumeurs de marijuana et les musiciens de jazz, lesquels, dans le Chicago des années 40 et 50, où le chercheur a fait son terrain, étaient encore perçus comme à la fois étranges et sulfureux. Dans les deux cas, Baker relève que les groupes déviants développent non seulement des pratiques spécifiques, mais mal vues par les autres. Consommer les produits stupéfiants, jouer un style particulier de musique, qui sont les seuls à véritablement apprécier, mais aussi les discours et des justifications, et plus largement des perceptions du monde qui leur sont propres. Les joueurs de jazz, par exemple, distinguent leur musique de celle qualifiée de commerciale, qu'ils doivent jouer dans les clubs et les fêtes qui les engagent, de telle sorte que le jazz se définit en négatif, comme ce qui ne saurait plaire qu'aux caves. Comme ceux qui ne sauraient plaire qu'aux caves. De la même façon, les fumeurs de cannabis savent expliquer en quoi ils ont bien raison de fumer et pourquoi c'est le reste de la société qui est dans l'erreur. Devenir déviant, souligne Baker, c'est par plusieurs étapes qui forment une véritable carrière, rejoindre un groupe déviant, en apprendre les pratiques et les discours.
Il insiste en particulier sur la façon dont au cours de ce processus les motivations des individus changent. Le jeune homme curieux qui accepte le joint qu'on lui tend dans une soirée a peu de chances d'apprécier immédiatement l'expérience. C'est au contraire au fur et à mesure qu'il va apprendre les pratiques du groupe qu'il va cesser de vouloir fumer pour ne pas perdre la face, mais pour le plaisir lui-même, qu'il a appris à reconnaître et à apprécier. Qu'est-ce que cette analyse a à voir avec le capitalisme ? En réalité, elle s'applique assez bien à certains hauts lieux de l'économie, tels que les salles de marché, les écoles de commerce et le monde des startups, ou encore celui des cadres dirigeants, c'est-à-dire tous ces espaces où la quête du profit pour le profit se donne à voir d'une façon nue et directe. Ne s'agit-il pas là de sous-culture, ou peut-être d'une seule et même sous-culture qui pousse juste un peu plus loin la valorisation de l'argent et du profit qui existe de façon plus diffuse dans le reste de la société? De la même façon que le fumeur de marijuana adhère à l'hédonisme général par des voies illégales, ou que le musicien de jazz donne une place plus importante à la musique qu'il n'en existe ailleurs, les héros du capitalisme participent d'univers spécifiques dont l'étrangeté ne provient pas d'une opposition au reste de la société, mais plutôt d'une logique poussée à l'extrême. Et comme dans les carrières décrites par Baker, devenir capitaliste, dans ce sens particulier, consiste bien à apprendre les façons de faire, les représentations et les discours propres à ce groupe, au point de vouloir éventuellement ses motivations se transformer. De voir éventuellement ses motivations se transformer. Le jeune étudiant qui entre en école de commerce ne veut peut-être qu'un emploi sûr, mais finira possiblement, et même probablement, par adhérer aux discours entrepreneuriaux. Le jeune scientifique innovant peut être amené à entrer dans la logique de création et vente successive des startups au fur et à mesure qu'il découvre cet univers nouveau. Comme ailleurs, on peut se prendre au jeu de l'activité capitaliste, à en tirer du plaisir et souhaiter la poursuivre ainsi indéfiniment. On l'a dit précédemment, de telles sous-cultures capitalistes ont existé tout au long de l'histoire, en des lieux et des époques différentes. Des petits groupes motivés par la quête du profit, négociants, spéculateurs, aventuriers et autres émaillent l'histoire, avec parfois des conséquences importantes sur le reste de la société. La spécificité de l'époque moderne, c'est que cette sous-culture a cessé d'être marginale pour devenir dominante. Non pas qu'elle soit partagée par toutes et tous, mais plutôt qu'elle en soit venue à modeler l'environnement et par là les comportements d'une large partie de la société. Il est possible qu'il existe toujours des individus qui, pour une raison ou pour une autre, partageront une telle passion capitaliste, qui souhaiteront accumuler, poursuivre la richesse pour la richesse. De la même façon, il existera sans doute toujours des sous-cultures déviantes. Peut-être ne sont-ils pas si différents des adeptes des jeux d'argent, du poker aux jeux à gratter en passant par les casinos. C'est d'ailleurs à ces derniers qu'est souvent comparée la finance internationale, au moins depuis John Maynard Keynes. Or, pour ce qui est des joueurs invétérés, l'attitude politique générale a été de moins en moins à l'interdiction et de plus en plus le cloisonnement. L'activité est tolérée mais encadrée pour en éviter les excès les plus dangereux. C'est du moins le sens de la législation des paris en ligne. Là, une question peut se poser quant au comportement capitaliste. Si certains individus souhaitent s'y livrer, il est peut-être possible de se laisser faire tant cela ne perturbe pas la vie d'autrui. Voire même, proposition plus provocante encore, d'y trouver quelque utilité. Les marchés financiers fournissent ici un bon objet de réflexion. Il est courant de perdre de vue leur fonction officielle, collecter l'épargne et la répartir entre différents projets d'investissement. Ce ne sont pas seulement ceux qui les dénoncent qui oublient ce point, mais aussi, et de façon considérablement plus dommageable, ceux qui les encensent, et y interviennent, et qui peinent à y voir autre chose qu'un moyen de gagner rapidement beaucoup d'argent, d'une façon pas si différente qu'un tapis de roulette. Peut-être est-il possible d'envisager une activité financière qui ne mettrait pas en jeu systématiquement la vie quotidienne de millions d'individus qui n'en demandent pas tant. Les personnes disposées à l'investissement et à la prise de risque pourraient jouer sans nécessairement embarquer tout le monde dans leur partie, ni faire payer leurs pertes aux autres, tout en gardant les gains pour eux. Une telle organisation est-elle possible? Est-elle seulement souhaitable?
Là encore, le sociologue peut se garder de tout jugement tranché, tant l'enjeu est politique, en invitant chacun à la réflexion et au débat. Mais dans une société complexe, il doit bien souligner la pluralité des orientations normatives, et l'existence inévitable de sous-cultures déviantes. Où on retrouve ici la question précédente. Quelle place donner au comportement capitaliste si ceux-ci peuvent survivre au capitalisme? Choisir un capitalisme? Les questions précédentes essayent de tracer les contours des choix politiques que demanderait un futur post-capitaliste, et plus généralement, que demande toute conception du fonctionnement de l'économie. Quelle place pour les marchés? Pour la recherche du profit? Les réponses peuvent-elles s'échelonner assez largement? Depuis aucune jusqu'à centrale. Le point où l'on passe d'une société capitaliste à une société non capitaliste n'est pas forcément simple à établir, si tant est qu'il puisse l'être. Mais mettre en lumière et donc en débat ces éléments serait déjà un progrès. Si on n'est pas séduit par l'idée d'un post-capitalisme, on peut au moins se demander quel capitalisme souhaitons-nous. Il a existé historiquement des déclinaisons différentes de celui-ci. Dans leur synthèse historique déjà largement citée ici, Claire Lemercier et Pierre-François distinguent 3 âges du capitalisme. L'âge du commerce, de 1680 à 1880. L'âge de l'usine, de 1880 à 1980. Et l'âge de la finance, depuis les années 80. Chacun est appuyé sur des figures différentes. Le négociant, l'ingénieur, le financier. Des activités différentes, le commerce au long cours, l'industrialisation, les activités financières. Des institutions, des pratiques, des formes d'organisation différentes. Les auteurs insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une marche régulière vers plus de capitalisme ou vers un capitalisme plus moderne, mais plutôt de types différents de capitalisme. Si la recherche du profit infini demeure d'une période à l'autre, les conditions dans lesquelles elle se fait et les rapports de pouvoir qui s'établissent varient. S'il faut se garder d'idéaliser une période distincte, en particulier l'incarnation de l'âge de l'usine dans ce que l'on appelle toujours depuis le livre de l'économiste Jean Fourastier, Les 30 Glorieuses, la plasticité historique du capitalisme, les transformations qu'il a pu connaître, ouvrent le champ des possibles et nous rappellent que ni la progression des marchés ni la précarisation du travail ne sont des fatalités. Cela a été un leitmotiv de ce livre, comme de la plupart des travaux d'historiens ou de sociologues sur le capitalisme et plus généralement sur l'économie. Les évolutions et les transformations ne se sont pas faites suivant un modèle évolutionniste où la forme, l'institution ou la solution la plus efficace prendrait la place de la précédente par la seule grâce de l'efficience. Souvent, l'efficacité des différents arrangements institutionnels est impossible à mesurer et à ordonner avec précision, voire à simplement connaître. C'est plutôt les intérêts de certains acteurs disposant de ressources et de moyens pour les imposer qui sont en jeu. Comme le soulignent encore Claire Lemercier et Pierre-François dans leurs conclusions, les conflits jouent un rôle essentiel pour comprendre les dynamiques historiques. Conflits de classe, bien sûr, mais aussi conflits entre actionnaires et managers, et conflits autour de la division du travail, pour y faire sa place, par exemple entre banques et fonds d'investissement, pour le contrôle de l'épargne. Les luttes sont au cœur du capitalisme et de ses transformations, écrivent-ils, avant d'ajouter « l'histoire du capitalisme est ainsi », et fondamentalement, une histoire politique, où la rationalité et la quête d'efficacité sont un instrument souvent ou une conséquence parfois, bien plus que le principe même des transformations. La variété du capitalisme n'est évidemment pas qu'historique. Différents courants de la théorie économique ont mis l'accent sur la nécessité de parler des capitalismes au pluriel. Assurément, le capitalisme des États-Unis n'est pas tout à fait celui de l'Europe. La place laissée au marché et à l'intervention étatique, mais aussi la forme et la gestion des entreprises, les conditions de la concurrence, le degré de l'ouverture à l'international. Tout cela implique des organisations différentes, les discussions autour du modèle danois et la flexisécurité,
soit la combinaison d'un haut niveau de flexibilité du marché du travail et d'une protection sociale généreuse, et de la possible importation dans d'autres pays, à commencer par la France, fournissent une illustration de la façon dont cela peut ouvrir des discussions politiques. Les travaux en question mettent généralement l'accent sur la cohérence des différents modèles issus chacun d'une histoire particulière et de compromis politiques, et donc leur incommensurabilité et les difficultés à copier ce que font les autres pays. Mais ils soulignent le caractère politique des orientations économiques et la possibilité de modifier celles-ci. Le capitalisme n'est pas un donné auquel on ne pourrait que s'adapter. On peut choisir dans une certaine mesure quel capitalisme nous voulons. Ces éléments pourront apparaître au lecteur comme une politique du moindre mal, et en un sens, ils le sont. Il faut en effet souligner qu'une intervention politique n'est pas une baguette magique qui mettra fin au capitalisme. On peut imaginer les grandes entreprises de plus en plus obligées, par exemple, de tenir compte des destructions écologiques ou des enjeux féministes ou antiracistes, comme cela a déjà commencé à être le cas, sans que cela remette en cause leur orientation générale, ni la course globale au profit qui s'impose à l'ensemble de la société. Un capitalisme progressiste peut apparaître préférable à un capitalisme conservateur, sans cesser d'être pour autant du capitalisme. L'argument sert malheureusement plus souvent à lutter contre le progressisme plutôt qu'à discuter des choix en matière d'organisation économique. On peut tout aussi bien souligner qu'une plus grande protection des travailleurs n'implique pas nécessairement un recul de la logique capitaliste. D'ailleurs, certains mouvements ouvriers du XIXe siècle voyaient dans celle-ci une façon d'acheter la paix sociale afin que les capitalistes puissent continuer l'exploitation tranquillement. Il n'y a donc pas de solution simple et de savoir si l'objectif doit être de sortir du capitalisme ou d'améliorer le sort de chacun est une question sur laquelle chacun doit se prononcer. Politiser l'économie. On ne change pas le capitalisme par décret. Imaginons que demain, une force politique anticapitaliste prenne le pouvoir. Peu importe pour cet argument théorique comment elle y parviendrait, par les urnes ou par les révolutions. Supposons-la, en tout cas, non seulement en position de décider, mais disposant encore de volonté politique suffisante et des moyens d'action pour la mettre en œuvre. Supposons également que cette force dispose d'une vue claire de la société qu'elle veut établir. Toutes ces suppositions demandent déjà une certaine suspension d'incrédulité, mais utilisons-les pour nous poser cette question. Cela conduirait-il immédiatement ou même simplement rapidement à une sortie du capitalisme et à l'établissement d'une nouvelle société et d'un fonctionnement de l'économie ? Et d'un nouveau fonctionnement de l'économie ? On peut raisonnablement en douter. L'histoire des révolutions montre que, d'une façon générale, que celles-ci sont des processus lents et difficiles. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les historiens bataillent encore pour savoir si la Révolution française était ou non terminée. C'est que se défaire du monde d'hier pour établir celui de demain n'est pas une mince affaire. Il y a généralement des résistances, des réactions et des désaccords, et souvent de la violence, qui peut déjà refroidir les envies révolutionnaires de certains. Mais en sus, comme on l'a vu, le capitalisme se manifeste de bien des façons, et nous sommes tenus à lui par des fils divers et nombreux. Il ne suffira pas de quelques décrets bien sentis, de quelques réformes, de quelques changements législatifs et institutionnels pour faire table rase du passé. Ce dernier risque de perdurer sous la forme de dispositions incorporées par les individus. Si l'on a été habitué à agir et penser dans certaines circonstances comme un homo economicus, il n'est pas forcément facile d'arrêter sur un simple effort de la volonté à supposer que celui-ci existe chez chacun, ou dans les dispositifs socio-techniques qu'il ne sera pas possible de transformer en intégralité du jour au lendemain. Même l'abolition de la propriété privée des moyens de production ou le remplacement des marchés par d'autres systèmes d'allocation des ressources rares ont peu de chances de fonctionner comme on pourrait le souhaiter si les déterminants des comportements économiques jusque dans les représentations et les idéologies politiques qui les sous-tendent n'ont pas eux-mêmes changé. Ces remarques sont banales, et il ne s'agit pas ici, une fois de plus, de recommander d'accepter le monde tel qu'il est sans trop se plaindre. D'une façon générale, les transformations politiques n'ont pas été obtenues par quelques décisions venues d'un haut,
mais plus souvent par un travail politique de longue haleine ayant modifié les attentes et les comportements des individus de façon préalable, de telle sorte que les modifications législatives ou institutionnelles apparaissent plus comme l'achèvement du processus que comme le point de départ, sans nier pour autant que celles-ci puissent parfois y contribuer. Par exemple, les mouvements féministes ou LGBT ont commencé par des combats et des luttes longues, par la modification des perceptions et des rapports de force, bien avant d'obtenir des transformations législatives, lesquelles participent au processus de changement sans que celui-ci ne s'y réduise pour autant. De même, la mise en place des systèmes de protection sociale est le produit de luttes ouvrières s'étalant sur plusieurs décennies. La transformation du capitalisme relève plus du travail politique de fond que de la seule rupture travail politique qui est déjà en cours. Le simple fait que je sois en mesure d'écrire ce livre, c'est-à-dire soulever les problèmes de l'activité économique et des déterminants, doit autant au travail des scientifiques et des chercheurs qu'à celui des philosophes et des militants qui n'ont cessé de questionner ces réalités. Ici comme ailleurs, nous ne sommes jamais que des nains debout sur les épaules de beaucoup de personnes. Ce que l'on peut en conclure, c'est que tout changement commence par la politisation du capitalisme et celle de l'économie, c'est-à-dire par le fait de les faire basculer dans le domaine de la politique, de les représenter comme issus de processus historiques plutôt que comme des fatalités naturelles. Politiser en ce sens, ce n'est pas tant donner une lecture partisane d'un phénomène ou d'une situation que de mettre celui-là ou celle-ci en problème, et de les faire apparaître comme appelant une réponse ou une réaction collective. Avant même de définir ce qu'il faut faire et vers quel monde tendre, de souligner la possibilité du changement. C'est déjà faire un pas vers une plus grande intelligence collective et un plus grand pouvoir sur nous-mêmes. À chaque fois que la sociologie contribue un tant soit peu à cela, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle permet de dessiner l'étendue de nos capacités d'action et de décision, alors cette science mérite bien, pour paraphraser Émile Durkheim, une heure de peine. Et salut Narcisse. L'action politique au piège du marché. Les sciences sociales ne sont évidemment pas les seules à opérer cette politisation, loin s'en faut. D'autant que, pour elles, il s'agit d'un résultat, mais non d'un objectif en soi. L'action politique proprement dite doit également y apporter la contribution déterminante. Sa contribution déterminante. Or, c'est sans doute là que les choses sont aujourd'hui les plus compliquées. Non pas que les mouvements sociaux portant sur les questions économiques aient disparu, les mobilisations autour des réformes des retraites ou le mouvement des gilets jaunes en témoignent, mais plutôt qu'ils apparaissent comme plus difficilement audibles. Notamment face à un discours naturalisant les réformes comme nécessaires. L'âge de la retraite qui ne pourrait qu'être repoussé du fait de l'augmentation de l'espérance de vie sans qu'aucune autre solution ne semble pouvoir être envisagée. Et surtout comme essentiellement réactionnelle et défensive. Il s'agit plus souvent de lutter contre et moins de proposer quelque chose. Il n'appartient pas à ce livre d'analyser en détail les causes de cette évolution des mouvements sociaux. Le sujet est trop vaste et mériterait un livre entier, ce que d'autres ont déjà fait. Tout juste peut-on se borner à dire que l'explication la plus populaire médiatiquement parlant, qui met en cause la place croissante des luttes contre le féminisme ou l'antiracisme, présentés comme non économiques ou sociétales, souvent abusivement nommés nouveaux mouvements sociaux, au détriment des enjeux économiques et sociaux des anciens mouvements sociaux, est quelque peu rapide. Petit aparté, vu qu'il y a la petite note 33 sur les autres livres qui ont parlé de ça, si ça vous intéresse. Dans les livres, il y a, pour une synthèse, voir Éric Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris la découverte. Il y a sur l'histoire générale des mouvements sociaux, il y a Michel Pigeonnet et Daniel Tartakovsky, Histoire des mouvements sociaux en France de 1814 à nos jours, Paris la découverte 2014. Sur les conflits du travail et leurs évolutions, plus spécifiquement voir Sophie Bérou, Jean-Michel Denis, Guillaume Despages, Baptiste Giraud et Jérôme Pellis. La lutte continue, point d'interrogation. Les conflits du travail dans la France contemporaine, Bellecombe en Bauge, Le Croquant, 2008. Alors, ça, vous avez des rêves si vous voulez creuser ça. Et sur Sociétal, tant que j'y suis, il y a François Errand pour en finir avec Sociétal, revue française de sociologie 1991.
Donc, d'une part, il est assez évident que les conflits n'ont rien de nouveau, et que leur structuration et leur importance ne sont pas nouvelles. D'autre part, les dimensions économiques n'en sont pas absentes, loin de là. Qu'il s'agisse de la question du travail domestique, de celle des discriminations au travail, ou encore de l'articulation entre les différentes formes d'exploitation, les transformations liées au travail, notamment la précarisation et l'individualisation de la relation d'emploi, celle liée à la mondialisation, qui a conduit à une plus forte contrainte au moins proclamée sur l'action des États, justifiant qu'ils se comportent en stratèges, comme les entreprises, ainsi que la capacité de l'idéologie capitaliste à intégrer des critiques qui lui ont été faites, comme l'avaient souligné Luc Boltanski et H. Chapiello, constituent assurément des explications beaucoup plus déterminantes, et même, de même que l'emprise générale du capitalisme sur nos vies, que l'on s'est efforcé de décrire ici. Pourtant, on peut constater également un déplacement de la conflictualité et des mobilisations vers les marchés eux-mêmes. Certains sociologues ont ainsi proposé de parler de nouveaux mouvements socio-économiques pour caractériser ce glissement. Sous ce vocable, on retrouve les formes d'engagement politique et de mobilisation qui, comme l'action publique menée par l'État, ont pour caractéristique de passer par le marché. Cela va de la consommation engagée, durable, bio, éthique, équitable, les qualificatifs ne manquent pas, au développement du secteur de l'économie sociale et solidaire, ESS, en passant par les pratiques de boycott, la responsabilité sociale des entreprises, la finance responsable, etc. Comme on peut le voir, c'est aussi bien le côté demande que le côté offre des marchés qui sont concernés, et les niveaux de radicalité autant que les orientations normatives peuvent être assez divers. Depuis l'acheteur, qui fait attention aux labels apposés sur les produits qu'il choisit au supermarché, jusqu'à la constitution de réseaux de distribution répondant à des idéaux politiques alternatifs. Comme souvent, le caractère nouveau de ces formes d'action est sans doute quelque peu exagéré. L'historienne Marie-Emmanuelle Chessel, montre par exemple que l'idée de consommation engagée se retrouve déjà dans les organisations du début du XXe siècle, où notamment les femmes bourgeoises, inspirées par le catholicisme, s'engagent suivant des modalités pas si éloignées que de ce que l'on appelle aujourd'hui les consommateurs, les consomme-acteurs, information et enquête sur les modes de production des biens achetés, appel à la responsabilité et à l'éducation des consommatrices, lutte contre la publicité, etc. Aux États-Unis, la campagne Consumers White Label introduit dès 1898 le principe d'un étiquetage particulier afin de signaler s'ils sont issus de sweatshops, c'est-à-dire d'ateliers aux conditions de travail indignes. Les pratiques de boycott peuvent également remonter à loin. Ces façons de lutter n'en ont pas moins connu un certain développement sur les dernières décennies, notamment au travers de divers dispositifs de labellisation privée, à vocation écologique, équitable ou éthique notamment, ou du développement des AMAP, Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Dans tous les cas, il s'agit non seulement de défendre les intérêts des consommateurs, mais bien d'agir pour diverses causes au travers des marchés, que ce soit directement par le choix individuel ou par l'intervention dans les dispositifs qui produisent celui-ci, ces contre-performations évoquées plus haut. Ces mouvements peuvent paraître à bien des égards bien ambigus. Ne sont-ils pas, après tout, précisément la conséquence de la force du capitalisme ? Dans une société où les individus sont de plus en plus amenés à se penser avant tout comme des agents agissant sur un marché, et spécifiquement comme des consommateurs, il n'est pas très étonnant qu'ils essayent d'exprimer par ce biais leurs préférences, y compris politiques. Après tout, dire que les grèves et les manifestations, ça ne sert à rien, et que la mise en concurrence est le meilleur moyen d'obtenir satisfaction, a été l'un des leitmotifs politiques et idéologiques de ces dernières décennies. Souvent tenus par les mêmes qui, aujourd'hui, vont dénoncer comme une apolitique cancel culture le choix des consommateurs de se détourner de tels humoristes ou de tels éditorialistes dont les propos ne leur conviennent pas. Quoi qu'il en soit, on peut légitimement se demander s'il suffira d'attendre que les consommateurs se montrent responsables, fassent des choix éthiques ou se tournent massivement vers des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour que le capitalisme se transforme radicalement. Et si l'on attend par exemple que ce soit ainsi que l'on s'organise et se gagne la lutte contre le changement climatique, il n'est sans doute pas interdit de s'inquiéter.
Dans les rayons des magasins, l'individu ne dispose pas de grand-chose de plus que des impératifs de sa conscience pour faire le choix éthique. Et encore, faut-il que son portefeuille le lui permette. De plus, ces dispositifs sociotechniques que les mouvements sociaux pourront déployer sur les emballages et ailleurs pour l'aider dans son choix risquent bien de faire pas de figure face à la force de frappe des entreprises. Prise au piège du marché, l'action politique peut sembler bien désarmée. Elle demande après tout non seulement un engagement personnel, mais encore le demande-t-elle à un individu isolé et sans pouvoir lui promettre des gratifications habituelles de participation à une mobilisation collective. Problématisation de la vie quotidienne. Pour autant, ces modalités d'action ont au moins la vertu de toucher au cœur de ce qui fait le capitalisme. Les comportements économiques les plus quotidiens. En cela, elles peuvent participer d'une sorte de problématisation de la vie quotidienne comme une réponse à son économicisation et sa financiarisation. A minima, elles interrogent le consommateur, le producteur, le travailleur sur leurs activités et leurs actions et font apparaître des conséquences et des liens qui seraient autrement invisibles. Dès lors que l'usage du travail des enfants par certaines des grandes marques de chaussures mondiales a été connu, mis en scène et constamment rappelé, il est devenu difficile de l'ignorer et de ne pas en tenir compte. Suffisamment en tout cas pour obliger ces entreprises à prendre quelques mesures, même s'il y a toujours du travail en la matière. De même, lorsqu'une grande marque à de pâte à tartiner à la noisette s'est vue accusée de participer à la déforestation du fait de son recours à l'huile de palme, certes ces firmes n'ont pas agi par vertu ou par conviction politique, quoi que puissent en dire leur service marketing, le profit est resté leur guide et leur motivation. Mais outre une certaine réduction des conséquences néfastes de l'activité capitaliste, ces épisodes ont permis de mettre à l'agenda politique les questions de mondialisation, de la production des externalités négatives, et de leur lien avec les pratiques de consommation, y compris dans les relations internationales. Oui, c'est une célèbre marque. Merci. En cela, ces pratiques participent à faire apparaître plus clairement ce que le sociologue Norbert Elias appelait les chaînes d'interdépendance, et dont il analysait l'extension et la complexification dans le temps long, contre la vision capitaliste d'individus atomisés. Il y en a un moyen de diffuser une représentation des liens qui nous unissent à une multitude d'autres acteurs, et en diffusant certaines connaissances sur le fonctionnement du monde, telles que le lien entre l'huile de palme et la déforestation, et donc sur les modes de production des entreprises et l'exploitation des ressources naturelles. Peut s'en dégager alors une conscience individuelle et collective différente sans laquelle toute autre forme d'action politique serait considérablement plus difficile. Autrement dit, pris comme une finalité, ces nouveaux mouvements socio-économiques ne sont sans doute pas suffisamment déterminants ou suffisamment puissants pour remplacer les autres modalités de l'action politique. Mais ils en sont peut-être complémentaires en ce qu'ils participent de ce dont nous avons le plus besoin vis-à-vis de notre monde économique. Sa problématisation et sa politisation. Non, ils n'ont pas arrêté de faire d'utiliser de l'huile de palme. Ils font de l'huile de palme pas issue de la déforestation. Voilà. Ils font de l'éco-huile de palme. Ou pour un arbre planté, un arbre coupé à un arbre planté. Mais ils ne le font pas, mais voilà. L'une des caractéristiques du capitalisme, l'une de ses forces, c'est, on l'a dit, sa capacité à produire des futurs imaginaires et désirables. Un mécanisme qui explique, en tout cas, une partie de l'engagement des individus dans l'activité économique telle qu'elle va. Peut-être cette force est-elle aussi une faiblesse, car la possibilité d'un futur différent porte en soi la nécessité d'une critique du président, et donc une certaine conscience de son caractère arbitraire, relatif et dépassable. Difficile de ne pas envisager un post-capitalisme quand celui-ci ne cesse de mettre en scène le monde d'après. C'est que même s'il est important de restituer les nombreux mécanismes qui nous conduisent à être capitalistes, il ne faut jamais perdre de vue que ceux-ci ne sont jamais que des processus. Ils s'inscrivent dans une temporalité, se déploient dans une histoire et ne sont donc jamais entièrement donnés, mais toujours produits et reproduits par l'activité de différents acteurs. Ils sont des enjeux de lutte et de conflit, de définition et de redéfinition. C'est là aussi
une des choses que peut apporter le regard sociologique, mettre en mouvement ce qui nous semble immuable. La fin du capitalisme est-elle proche? Il est impossible de le dire avec certitude. Faut-il en sortir ou juste l'amender? C'est une question importante sur laquelle l'avis de l'auteur de ces lignes n'a nulle autorité, et encore moins de véritable intérêt. Beaucoup plus importante est la prise de conscience que l'orientation du système économique, de son fonctionnement, de ses finalités, des valeurs qu'il incorpore, n'est pas hors de notre portée, que nous pouvons agir dessus. C'est cette conviction qui mérite ici d'être acquise. Et c'est la fin du chapitre 5. Et nous allons finir avec la conclusion. Retournez le plateau de jeu, imaginez de nouvelles règles. Les deux déroulent. 4. Le pion avance et aboutit sur la rue de la Paix. 2 hôtels, une poignée de faux billets vont changer de main, faisant la fortune d'un joueur et la misère d'un autre. Comme évoqué dans l'introduction, les comportements que nous adoptons dans les cas qui nous ont intéressés, l'avidité et la peine du gain, ne doivent pas s'interpréter comme des traits de personnalité individuelle, ou comme l'expression d'une nature humaine profonde, mais comme les productions du jeu dans lequel nous sommes engagés. Ce sont les règles et le fonctionnement global du jeu de Monopoly qui conduisent les participants à vouloir ruiner leur adversaire, pas une inclinaison personnelle. De la même façon, c'est le fonctionnement global, d'aucuns diront systémique, du capitalisme qui nous conduit à participer à la course au profit et à l'accumulation, laquelle ne relève pas d'une disposition individuelle. Il faut, comme souvent, renverser les causalités que nous livre spontanément le sens commun. Nous n'y participons pas parce que nous sommes ainsi faits. Nous sommes ainsi faits parce que nous y participons. Il n'est pas inintéressant de se pencher sur l'histoire du Monopoly. La première version de celui-ci vient d'Elizabeth Maggie, militante féministe et anticapitaliste. Appelé alors le jeu du propriétaire, The Landlord's Game, et breveté en 1906, cette première mouture accompagnait son plateau de jeu. Une innovation importante pour l'époque. Deux lots de règles. Le premier est très proche de celui que nous avons été nombreux à expérimenter. Les joueurs achètent des propriétés, touchent des loyers lorsque les autres joueurs tombent dessus et remportent la partie lorsqu'ils ont ruiné tous les autres. Pour Elizabeth Maggie, cette façon de jouer n'était pas très amusante. Une fois que l'un des joueurs favorisé par un coup des chanceux a pris une petite avance, celle-ci devient rapidement impossible à rattraper pour les autres et la partie se fait à sens unique. Les autres règles étaient censées offrir une toute autre façon de jouer, sous ces règles de prospérité plutôt que de monopole. L'achat d'une propriété par n'importe quel joueur rapportait à tous les autres, et la partie était gagnée par tous lorsque le joueur qui avait démarré la partie avec le moins d'argent avait doublé son patrimoine de départ. Fini donc la concurrence de tous contre tous et l'individualisme. Le jeu devient coopératif et fait de l'amélioration du sort des pauvres l'objectif final. L'intention d'Elizabeth Maggie était claire. Illustrer et donner à expérimenter les idées de l'économiste progressiste Henry George, avançant que la propriété privée de la terre était une source importante d'inégalité, de richesse et de pauvreté. Mais aussi celle du chômage et des crises. Celui-ci avait proposé un système d'impôt foncier unique visant à les corriger et à rendre effectif le droit égal de tous à l'usage de la terre qu'il tenait pour un droit naturel. D'où le fait que, dans le deuxième jeu de règles d'Elizabeth Maggie, l'achat d'une propriété par un joueur entraîne des graines pour les autres. Une traduction ludique de la taxation derrière l'amusement apparent, dont le propos était tout à fait sérieux et politique. Il n'est de ce fait pas étonnant que le jeu ait d'abord été un succès aux États-Unis, chez les intellectuels de gauche ainsi que dans les communautés de Quakers. C'est dans l'une d'elles que l'ingénieur Charles Darrow le découvrit et en vendit une version très légèrement modifiée à Parker Brothers, laquelle devient le succès que l'on connaît. Dans l'opération, les règles collectivistes du jeu passèrent à la trappe et les seules règles monopolistes restèrent en place. L'histoire du jeu fut elle-même adoptée à l'idéologie capitaliste. Pendant longtemps,
les boîtes reprenaient la success story de Charles Darrow en insistant sur le fait qu'il se trouvait au chômage suite à la Grande Dépression des années 1930. Mais de son idée géniale et révolutionnaire fit de lui le premier concepteur de jeux millionnaires. Elizabeth Maggie, dont Parker Brothers n'ignorait pourtant pas l'importance, fut quant à elle rapidement oubliée, comme tant d'autres inventrices avant que le mouvement féministe ne vienne rétablir quelques faits historiques. Le Monopoly n'a pu devenir un des grands symboles du capitalisme qu'au prix d'un refoulement des origines et finalement d'un effacement de la liberté de choix des joueurs. La métaphore est assez parfaite. Et au final assez parfaite. Si on se promène dans les rayons d'un magasin spécialisé, on trouvera bien d'autres jeux de société dont le caractère économique est évident. Beaucoup d'entre eux s'appuient sur l'idée de la gestion de ressources. On pourrait sans doute adresser toutes sortes de critiques politiques à bon nombre d'entre eux, par exemple lorsqu'ils se réfèrent aux images de colonisation, qu'ils réduisent la nature à quelque chose qu'il faut exploiter, ou encore qu'ils poussent à adopter le point de vue d'un despote éclairé au mépris des populations dominées. Mais leur variété est peut-être plus importante que les critiques individuelles. Si l'économie est un jeu, il existe bien des façons de jouer. Elizabeth Maggie voulait pousser chacun à se questionner sur l'organisation de l'économie, et c'est là un geste qu'il est bon de poursuivre. Bon courage, Wamgi, et merci de passer. J'espère bon appétit. Ce geste, il faut le souligner, est celui de la sociologie. Dans un ouvrage devenu classique, le sociologue Charles W. Mills définit l'imagination sociologique comme la capacité de distinguer les épreuves individuelles et les enjeux collectifs. Individuellement, nous faisons face à toutes sortes d'épreuves liées à l'économie. Nous cherchons à obtenir un emploi et un revenu, nous craignons le chômage, nous essayons de travailler d'une façon qui nous convient, parfois seulement de faire les tâches qui ont du sens pour nous plutôt que celles qui nous sont imposées, en vue du profit. Nous faisons nos courses en essayant de faire les meilleurs choix possibles dans le contexte où nous nous trouvons, etc. Toutes ces choses sont importantes, et nous essayons au quotidien de faire au mieux avec elles. Elles relèvent encore de ce que Mills appelle les biographies. Les jeux collectifs sont plus larges et dépassent les individus. Ils touchent à l'organisation de la société et à des univers sociaux dans lesquels nous nous inscrivons. Ce sont les structures qui englobent et déterminent tout à la fois les épreuves que nous rencontrons. Pour Mills, elles relèvent de l'histoire. Tout le problème réside dans le fait que, concernant le capitalisme et l'économie, comme pour bien des choses, il est plus facile de voir les épreuves individuelles que les enjeux collectifs. On ne se pose pas, ou pas souvent, la question de pourquoi il y a un marché du travail plutôt qu'un autre système. Pourquoi les intérêts des actionnaires sont considérés comme les seuls qui soient véritablement importants. Ou pourquoi l'accumulation infinie de richesses est vue comme rationnelle. Nous tenons souvent le capitalisme pour une affaire d'épreuves individuelles. Or, c'est le rôle de la sociologie de nous rappeler qu'il s'agit d'abord d'un enjeu collectif. Mills va plus loin que de simplement inviter à distinguer biographie et histoire. Pour lui, l'imagination sociologique, c'est également être capable de les relier, inscrire les biographies dans l'histoire, voir comment nos vies individuelles sont déterminées par les structures collectives et peut-être comment elles peuvent aussi influencer ces dernières. Ce n'est pas pour rien que Peter Berger dit de la sociologie qu'elle est une discipline des humanités. C'est parce que celle-ci contribue à rendre les humains plus conscients de ce qu'ils font et peut-être plus aptes à agir. L'imagination sociologique, donc, voilà ce dont le livre voulait se faire l'écho. Une imagination parce que, comme le dit si bien Mills, elle n'est pas le propre des sociologues professionnels, des chercheurs et des professeurs des classes des universités. Il s'agit d'une qualité de l'esprit qui permet de dresser le bilan de ce qui se passe dans le monde et aussi de ce qui peut se passer au fond de nous. Cette qualité devrait être partagée par les journalistes et universitaires, artistes et collectivités, hommes de science et annotateurs. Et si je peux me permettre, d'ajouter quelque chose au mot de Mills. Par tout citoyen au sein d'une démocratie.
Pour finir cet ouvrage, je voudrais donc simplement vous inviter tous les joueurs du grand jeu du Capital à continuer à poser un regard sociologique sur le plateau et les règles qui les entourent. Et c'est la fin de notre lecture de Pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous de Denis Colombi.